Laura était partie depuis presque une semaine. À l'évidence, ce n'était pas une disparition. Karen nous a confié avoir eu une discussion avec sa sœur. Elle a dit, avant de commencer, est-ce que ça vous dérange si je prie Dieu? Je n'oublierai jamais ce moment. Lorsqu'on me demande quel est le crime le plus horrible que vous avez traité, sans hésitation, c'est celui-là. C'est tellement inhumain. À 27 ans, Laura avait 2 enfants en bas âge, 2 garçons de 2 et 3 ans. Elle aimait ses enfants. Elle aurait tout donné pour eux. Elle voulait vraiment créer une vie paisible pour elle et ses enfants. Et elle travaillait dur dans ce but. Le père des 2 garçons de Laura est le chanteur-compositeur Grant Hayes. Laura et Grant sont très vite tombés amoureux. Mais il était évidemment difficile d'entretenir une relation avec un musicien, souvent en voyage, souvent absent. Les choses ont commencé à se dégrader. Puis Laura est partie. Peu de temps après, Grant tombe amoureux de l'actrice débutante Amanda Smith. Elle apparaît quelquefois dans Newport Beach, Les Sopranos. Son plus grand rôle était dans une adaptation de « Et l'homme créa la femme ». Amanda et Grant vivent proches de Laura et éduquent les enfants ensemble. Ils s'étaient mis d'accord sur le fait de vouloir le meilleur pour leurs enfants. La plupart du temps, c'était de leur assurer du temps avec leur père et leur mère. Laura voulait reprendre sa vie en main. Elle voulait être une bonne mère. Et cela voulait dire construire une carrière. Laura vient de lancer une entreprise de marketing pour restaurants avec son amie Shavon Matisse. Elle avait plusieurs rendez-vous dans la journée. Elle sillonnait tout l'est de la Caroline du Nord pour trouver des clients. Celui-là, j'aime bien. Ça, c'est super. Il faut celui-là aussi. Elle voulait que son entreprise fonctionne et elle faisait tout pour. Elle a travaillé dur pour en arriver là. Elle s'est investie, elle a retroussé ses manches, elle a pris du temps pour lancer sa société, mais elle en était fière. Et elle était très contente de le partager avec Shavon. C'est celui-là. C'est super. Ouais, je suis d'accord. J'arrive pas à croire qu'on se lance. C'est génial. Ça y est, on se lance. Je sais. C'est trop bien. Le projet consistait d'une part à contacter des restaurants qui proposaient des menus et d'autre part à trouver des annonceurs qui voulaient insérer leur publicité sur ces menus. En échange, bien sûr, l'annonceur payait l'impression du menu et également un forfait que le restaurant et Laura se partageaient. Cela impliquait pour Laura de passer énormément de temps à démarcher à la fois des restaurateurs et des annonceurs potentiels. Quand elle a rencontré Shavon, elles ont réalisé qu'elles étaient complémentaires. Laura était une bonne graphiste et Shavon avait d'autres compétences. Dès leur rencontre, elles ont réfléchi ensemble à ce projet. À l'évidence, Laura était douée pour la vente. Elle savait très bien s'y prendre pour démarcher, vendre son idée et travailler sur l'identité visuelle de l'entreprise.
À ce moment-là, on savait clairement qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle voulait faire de sa vie, monter une entreprise et se faire un nom. Elle sentait qu'elle tenait vraiment quelque chose et elle avait hâte de se lancer dans l'aventure. Ce n'était pas facile en tant que mère, en tant que parent, mais elle savait que c'était le moyen de faire fonctionner sa société et de pouvoir aider sa famille. Salut Laura. Comment ça s'est passé chez Bills? Appelle-moi. Je veux savoir. En fin d'après-midi, elle avait un rendez-vous chez Bill's Grills. Shavon espérait avoir des nouvelles de Laura dans la soirée du 13 juillet, mais ça ne s'est jamais produit. Le lendemain, elle a essayé de joindre Laura. Elles avaient l'habitude de se voir, ou au moins de s'appeler tous les jours. Cela ne lui ressemblait pas, et Shavon le savait. Elle s'appelait constamment au sujet de leur rendez-vous et de leur société. La journée passe. Inquiète et sans nouvelles, Shavon lui envoie un courriel. À ce moment-là, elle espère encore que son téléphone a un problème. Shavon se rend à l'appartement de Laura. Elle remarque immédiatement que sa voiture n'est plus là. Son inquiétude grandit encore. Shavon savait que Laura devait récupérer les enfants ce vendredi. Donc elle appelle Grant. Elle essaie de comprendre ce qu'il s'est passé. Laura a-t-elle pris les enfants comme prévu? Elle n'est pas venue. Grant était agité, nerveux. Il pensait que Laura prendrait les enfants et qu'il serait libre pour le week-end. Mais Laura n'avait pas respecté sa part du marché. D'accord, merci. Préviens-moi si tu as du nouveau. Shavon trouvait ça étrange. Elle savait que Laura se consacrait à ses enfants et qu'elle ne manquait jamais une occasion d'être avec eux. Shavon s'est dit, ce n'est pas normal. Alors, Shavon, que puis-je faire pour vous? C'est mon amie Laura. Shavon est arrivée au poste de police. Elle nous a dit que son amie, Laura Ackerson, était injoignable et qu'elle ne l'avait pas eue depuis plusieurs jours. Je suis allée chez elle et elle n'était pas là. Je suis très inquiète, monsieur l'agent. Selon ses dires, elle lui aurait parlé pour la dernière fois le 13 juillet. Des signalements de disparition, on en reçoit tous les jours. Généralement, la personne revient le jour même ou quelques jours plus tard. Et on trouve toujours une explication plausible. C'est une photo de Laura. La différence réside dans le fait qu'elle a disparu depuis déjà plusieurs jours. Laura devait aller voir Grant et récupérer les enfants 3 jours plus tôt. Et n'est jamais venue. Ça ne lui ressemble pas. Les enquêteurs se rendent donc à l'appartement de Laura. Merci. L'appartement était très propre. Il était évident que personne n'était venu ici depuis un moment. Rien qu'en regardant l'appartement, on voyait qu'il était consacré aux enfants. Il était rempli de jouets et de jeux. Pas la moindre trace de lutte. Aucun signe de fuite précipitée. Les plantes vertes étaient en train de mourir. Elles n'avaient pas été arrosées depuis plusieurs jours. Où sont les caméras de surveillance? La résidence était sécurisée et accessible uniquement aux habitants.
Il y avait une caméra au-dessus de l'appartement de Laura, qui était proche de la sortie. On savait à l'heure à laquelle elle devait aller à un rendez-vous et on connaissait le lieu. Cela nous donnait un point de repère. Avance à 8 heures. Rembobine. On a vu Laura sortir de chez elle, tourner à gauche et prendre l'escalier vers la sortie de la résidence. Elle avait son téléphone. Elle ne montrait aucun signe de stress. Elle était clairement sortie seule. C'était un jour comme les autres. Continue. On a noté les vêtements qu'elle portait. C'est toujours utile pour une description. On a remarqué aussi qu'elle n'était pas chargée. Elle n'était donc pas partie pour longtemps. Les enquêteurs commencent à retracer les derniers déplacements de Laura. D'après Chavon, Grant et Laura se donnaient rendez-vous tous les vendredis à 17 h pour échanger les enfants. J'ai appelé Grant. Je lui ai demandé s'il avait vu Laura ou s'ils étaient censés se voir. Il a confirmé qu'ils devaient se retrouver à la station-service Sheets de Wilson. Il a dit qu'elle ne s'était pas présentée au rendez-vous à l'heure prévue. Il l'a donc appelée plusieurs fois, lui a envoyé des SMS et lui a laissé des messages vocaux. Il a déclaré être très inquiet. Laura ne manquait jamais un rendez-vous, surtout lorsqu'il s'agissait des enfants. On a commencé à se demander où est Laura. C'était vraiment comme si elle s'était volatilisée. Nous sommes allés à cette station-service pour vérifier si les caméras de surveillance pourraient confirmer ou infirmer la présence de Grant ou de celle de Laura. Montre-moi les séquences du 15 juillet vers 16h30. Continue. Pause. Là, zoom. Sur la vidéo, on voit Grant arriver à la station avec ses enfants. Continue. On le voit acheter des cigarettes. Montre les images extérieures. On dirait un père et ses deux enfants qui sont de sortie ou qui attendent quelque chose. On remarque aussi que Laura n'est pas là. Cela confirme ce qu'a dit Grant. Laura n'est pas venue. Nous avons pu préciser la temporalité des événements. Laura quitte son appartement le matin du 13 juillet et ne se présente pas à l'échange de garde des enfants ce vendredi.
Que s'est-il passé entre ces deux périodes? Les enquêteurs fouillent dans les courriels de Laura. À ce moment-là de l'enquête, il était primordial de savoir qui Laura fréquentait. Nous avons trouvé plusieurs échanges entre elle et un certain James. James Harrison est quelqu'un avec qui Laura a eu une relation en 2005 pendant quelques années, à laquelle ils ont mis fin. Elle n'avait plus de nouvelles depuis un moment. Et comme par hasard, il reprend contact avec elle juste avant sa disparition. James Harrison? Inspecteur Falk, police de Raleigh. Après toutes ces années de silence, James la recontacte précisément la semaine de sa disparition. Cela intrigue les agents. Vous l'avez contacté quand pour la dernière fois? Il était très coopératif dans l'enquête. D'après nous, il était clair qu'il n'avait rien à voir avec les événements. Merci. Au revoir. À ce stade de l'enquête, la police commence à reconstituer les faits. Ils ont recueilli des témoignages, les ont vérifiés, visionné des vidéosurveillances, et pourtant la question demeure. Où est Laura? Voici le dossier. Les enquêteurs révèlent les renseignements de Laura à la presse. En général, les cas de disparition ne bénéficient pas de couverture médiatique. Mais cela concernait la mère de deux jeunes garçons. Et c'est vite devenu une histoire captivante qui attira beaucoup l'attention. Laura Ackerson a rencontré Oksana Samarski quand elle vivait à Raleigh. Vous l'avez eu quand pour la dernière fois? Le 13. Un peu après 16 heures. Elle m'a laissé un message vocal. Coucou, c'est Laura. Je rentre sur Raleigh. Je serai là dans 1 heure, mais je dois voir mes enfants. Je t'appelle quand je serai partie. Je sais pas si on pourra se voir avant 19h. Mais si t'es disponible après, c'est bon pour moi. Rappelle-moi. À plus tard. Bisous. Message reçu le 13 juillet à 16h19. Laura a appelé Oksana pour lui dire qu'elle rentrait sur Raleigh et qu'elle allait voir ses enfants. Elle avait prévu de faire quelque chose après, mais n'a pas tenu ses engagements. Oksana ne l'a jamais revue. Vous avez eu des nouvelles? Non, aucune. Si on se base sur ces éléments, nous pouvons préciser l'horaire entre 16h15 et 19h le 13 juillet. C'est une énorme plage horaire. Merci d'être venu. Merci à vous. Je parlais à Oksana quand j'ai reçu un appel d'un collègue me disant que l'agent patrouilleur venait de retrouver la voiture de Laura. Sa voiture était garée dans une résidence à Raleigh. Dans ces cas-là, le premier réflexe est de regarder à l'intérieur de la voiture. Laura n'y était pas. Alors on a ouvert le coffre. Il n'y avait aucun signe évident de blessure. On a relevé l'endroit où était garée la voiture. La voiture de Laura a été retrouvée
à moins de 400 mètres de l'endroit où vivent Grant et Amanda Hayes. D'après le message vocal adressé à Oksana, nous établissons un premier scénario. Laura serait allée voir ses fils chez Grant et Amanda. Mais le fait de retrouver la voiture de Laura aussi près de leur appartement a quelque peu piqué notre curiosité. Et nous nous sommes dit, il se passe quelque chose d'inhabituel. On a recontacté Chevon pour en avoir le cœur net. Nous avons découvert plusieurs choses concernant la garde alternée. L'arrangement entre Grant et Laura n'était pas aussi amiable qu'il n'y paraissait. C'était plus litigieux que ça. Laura savait qu'Amanda la critiquait, qu'elle ne la respectait pas beaucoup. Et surtout, elle n'était pas d'accord sur l'éducation des enfants. Et cela rendait Laura assez agressive. J'ai appelé Grant. Je lui ai demandé de me rejoindre à la station pour qu'on discute face à face. Il a refusé, prétendant ne pas être sur place. Pendant cet appel, j'ai eu l'impression qu'il cachait quelque chose, qu'il était bien plus impliqué qu'il ne le faisait croire. Heidi Schumacher, l'amie de Laura, se rend au poste de police. Heidi Schumacher était une amie proche de Laura. Elle se décrivait comme sa meilleure amie. Elle nous a raconté la première fois qu'elle a vu Grant. Laura a commencé à lui parler d'un homme qu'elle venait de rencontrer et elle voulait le lui présenter. Elles sont allées au bar où Grant jouait et c'est là que Heidi a vu Grant. À la première impression, elle ne le sentait pas du tout. Il était très dominant avec Laura. Et elle a toujours eu la même impression. Il était toujours l'homme parfait en public. Heidi nous a révélé de nombreux détails sur le procès lié à la garde des enfants. La date du verdict approchait. Le juge allait désigner qui aurait la garde. C'était tendu entre eux. D'accord. Merci. Laura avait totalement disparu. Et nous avions la conviction qu'elle pouvait se trouver dans l'appartement de Grant et Amanda. Il n'y avait qu'un moyen de s'en assurer. Obtenir une commission rogatoire et perquisitionner. Quand on est entré, il y avait une forte odeur de javel. À l'entrée, il y avait une grande tache de javel. On la voyait très bien car le tapis était foncé, mais cette partie est bien plus claire. Il était évident que quelque chose s'était renversé dessus ou qu'ils ont essayé de nettoyer quelque chose. La salle de bain sentait la javel. Les rideaux de douche avaient été retirés. Et la baignoire était tellement propre que la lumière s'y reflétait. Quelque chose s'était passé dans cette salle de bain. Nous ne savions pas exactement quoi, mais nous avions bien une idée des événements qui s'y étaient déroulés. Second point qui a attiré notre attention, une lettre. Une lettre manuscrite de 2 paragraphes
dont les écritures étaient clairement différentes. Il y était écrit que Grant donnerait 25 000 $ à Laura en échange de la garde de leurs enfants. Au bas de la page, une signature, Laura Ackerson, et une date, le 13 juillet 2011. C'est la date à laquelle Laura a été vue pour la dernière fois. Pour la police, cela constitue un indice. C'est à ce moment-là que nous nous sommes concentrés sur ce qui s'était passé dans l'appartement de Grant et Amanda. La perquisition va s'avérer fructueuse. L'inspecteur Falk a découvert le manuel d'utilisateur d'une scie alternative. Il m'a demandé de trouver de quel magasin dans la région de Raleigh provenait cette scie alternative. J'ai localisé un supermarché qui la vendait à environ 3 km de chez Grant et Amanda. Et cette scie a été achetée dans la nuit du 14 juillet à environ 2h30 du matin. Le magasin a pu nous fournir les vidéosurveillances. On voulait savoir qui l'avait acheté. Zoom? C'est lui. La vidéosurveillance montre Grant Hayes environ 6 heures après que Laura Ackerson ait été aperçue en vie pour la dernière fois. Rembobine. Avance. Zoom. Sur la vidéo, on voit Grant parcourir les rayons. On le voit prendre la scie. Montre la caisse. C'est un moment que je n'oublierai jamais. C'est à ce moment que l'affaire est devenue sérieuse pour moi. Avance. Laura s'est donc rendue chez Grant et Amanda. Quelques heures plus tard, à 2h30 du matin, Grant est filmé au supermarché voisin en train d'acheter une scie, des lames de scie, des gants et d'autres ustensiles. À partir de ce moment-là, nous commençons à imaginer le pire des scénarios possibles. À ce stade de l'enquête, il était clair qu'il ne s'agissait plus d'une disparition.
Les inspecteurs vont définitivement cibler Grant et Amanda. Mon objectif était de les localiser. Nous nous sommes mis à les tracer et à localiser le lieu où ils étaient. Les enquêteurs repèrent Grant et Amanda chez les parents de Grant à Kinston, en Caroline du Nord. Nous avons commencé à surveiller leurs moindres allées et venues. Notre objectif était de comprendre ce qui s'était passé et de savoir clairement ce qui était arrivé à Laura. Les inspecteurs ont obtenu les relevés bancaires de Grant et Amanda Hayes. D'après ces documents, Grant est retourné dans ce même magasin 2 jours plus tard. Lance la vidéo du magasin. Montre-moi la caisse. Il a un congélateur. Sur cette vidéo, on voit Grant acheter un congélateur de 113 litres. On voit aussi des sacs de glace. Je vais montrer l'extérieur. Il sort du magasin et passe devant une voiture de police. Sur la vidéo, il semble très calme, pas nerveux du tout et ne laisse rien paraître. On dirait un jour comme les autres. Rien ne paraît suspect. Ce sont juste des achats du quotidien dans un magasin. On se retrouvait dans une impasse. À ce moment-là, on espérait obtenir de nouvelles informations qui puissent nous mener dans la bonne direction. Allô? C'était Shay, la fille d'Amanda. Elle avait des informations à nous fournir. Elle ne voulait pas nuire à sa mère, mais elle voulait soulager sa conscience. Grant, Amanda et les enfants étaient partis en voyage quelques jours plus tôt. Selon elle, ils n'avaient pas l'intention de partir. Ce voyage était impromptu. Elle ajouta qu'ils avaient loué une remorque quelques jours auparavant. Intéressant. Merci beaucoup. J'ai contacté différents fournisseurs dans la ville de Raleigh et j'ai découvert que Grant avait loué une remorque sur Capitol Boulevard. C'était le 16 juillet, 3 jours après la disparition de Laura. La succursale regorge de caméras de surveillance. Montre les séquences du 16 juillet. On y voit Grant à l'intérieur du magasin en train de discuter avec des employés. On a pu retrouver l'un d'eux qui se souvenait de Grant. Grant lui aurait dit qu'il devait traverser tout le Texas pour se rendre à une partie de pêche. Il a précisé que ses congélateurs étaient remplis d'appâts, ce qui était très étrange. Montre l'extérieur.
Zoom. La caméra extérieure le montre en train de quitter le parking avec une remorque attelée à sa Dodge Durango. C'était vraiment suspect. Et nous nous sommes dit, ne serait-ce pas possible que Grant utilise cette remorque pour transporter le corps de Laura jusqu'au Texas? En menant des recherches, l'inspecteur Falk a découvert qu'Amanda Hayes avait une sœur. Elle s'appelait Karen Berry et vivait à Fort Bend, au Texas. Il n'y avait pas une minute à perdre. Il fallait se rendre sur place. Il nous manquait un élément clé pour boucler l'enquête. Le corps de la victime. Et on espérait bien le trouver au Texas. Les enquêteurs rendent visite à la sœur d'Amanda, Karen. Bonjour. Karen? Oui. Vous nous attendiez? Entrez. Asseyez-vous. Elle a dit, avant de commencer, est-ce que ça vous dérange si je prie Dieu? Nous nous sommes regardés stupéfaits par cette demande. Dieu, donne-moi la force de faire ce qu'il faut. Amen. Elle faisait très attention aux informations qu'elle nous transmettait. Elle nous a dit qu'elle en avait parlé à sa sœur. Il faut que l'on sache ce qui est arrivé à Laura. Sa sœur lui a dit qu'ils avaient frappé Laura très fort. A-t-elle dit comment ils l'avaient frappée? Non. Amanda lui a demandé si elle pouvait emprunter son bateau, un petit bateau de pêche que Karen avait sur sa propriété. Il voulait aller dans la crique située de l'autre côté de la route pour aller pêcher. Ils lui ont demandé s'il y avait des alligators dans la crique et si les alligators mangeaient les corps humains. À ce moment-là, j'ai su que Laura Ackerson était morte. Elle était quelque part dans la crique et nous étions définitivement sur une affaire de meurtre. Les enquêteurs ont mobilisé une équipe de plongée de Houston pour fouiller la crique. Imaginez, l'eau est tellement trouble qu'on n'y voit pas plus loin que le bout de son bras. Et c'est infesté d'alligators. Et pourtant, les plongeurs ont retrouvé des parties de corps humains. Ils ont trouvé un torse humain, coupé en deux, mais ils n'étaient pas tout à fait sûrs qu'il appartienne à Laura Ackerson. Mais il leur fallait d'autres parties pour identifier précisément à qui appartenait ce corps. J'étais sur la berge quand ils ont récupéré le crâne. On voyait très bien qu'on avait versé quelque chose dessus, car le stade de décomposition entre le crâne et le reste du corps était complètement différent. Les restes trouvés ont été envoyés au médecin légiste. L'analyse dentaire a permis l'identification du corps. C'était celui de Laura Ackerson. Il était clair que Grant et Amanda étaient les suspects numéro 1 dans cette enquête. À ce moment-là, ils étaient revenus en Caroline du Nord. Quand Grant et Amanda sont revenus du Texas, ils sont allés directement à Kingston, chez les parents de Grant.
Ils étaient déjà sous surveillance, donc on savait où ils étaient. Nous avons ensuite mobilisé l'unité du SWAT de la police de Kinston. Ne bougez plus! Police sur les mains! Pour arrêter Grant et Amanda. J'avais hâte d'interroger Grant et Amanda. Malheureusement, ils ne m'en ont pas laissé l'opportunité. Ils ont invoqué leur droit de se faire assister d'un avocat. On n'a pas pu les interroger et ils ont refusé de faire une déclaration. Tout restait à faire. Désormais, les enquêteurs peuvent reconstituer les faits du 13 juillet 2011. Je pense qu'une dispute a éclaté le jour où Laura est venue chercher les enfants. Tu penses que je vais les abandonner pour 25 000 $, vraiment? Je le pense, oui. Tu sais quoi? Je te laisserai pas faire. Et je pense que la dispute est devenue physique. Je pense qu'elle est morte à l'entrée de leur appartement, là où il y avait la tache de javel. Ensuite, ils ont emmené le corps dans la salle de bain et ont dû vite trouver un moyen de se débarrasser du corps. Et c'est là qu'est venue l'idée de la scie alternative. Si elle est démembrée et placée dans plusieurs congélateurs, ça sera plus facile de la sortir de l'appartement. Ils ont traversé la Caroline du Nord jusqu'au Texas. Et une fois arrivés, ils ont élaboré une stratégie et cherché un moyen de se débarrasser du corps. Les enquêteurs ont trouvé d'autres preuves du passage du couple au Texas. Le 19 juillet, Grant est allé acheter 30 litres d'acide chlorhydrique. On a la preuve qu'ils en ont versé sur le crâne, mais cela n'a pas fonctionné. Amanda est filmée par une caméra à distance sur le trajet de la maison de Karen en train de vider le reste de l'acide. Ils devaient réduire la liste des options. Ils ont réfléchi et se sont dit « Il y a une crique ici. » Et on nous a dit qu'elle était infestée d'alligators et qu'ils mangeaient des corps. Le fait de vouloir tuer une mère de 2 enfants et de la démembrer montre la dépravation absolue de Grant et Amanda Hayes. Ils ont pris la route dans un SUV jusqu'au Texas avec ses enfants, son corps démembré disposé dans des congélateurs dans une remorque à l'arrière. C'est un crime absolument horrible. Le 16 septembre 2013, Grant Hayes est accusé de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le 18 février 2014, Amanda Hayes est reconnue coupable de meurtre au second degré. Elle est condamnée à 13 ans de prison. 4 ans plus tard, le 21 août 2018, la Cour du Texas reconnaît Amanda coupable de falsification de cadavres. Elle est condamnée à 20 ans de prison supplémentaire. Grant Hayes est un égocentrique, narcissique, accessoirement très manipulateur. Il est purement et simplement mauvais. Il a vu en Laura Ackerson un obstacle à la manière dont il concevait la garde alternée. Et la solution la plus simple était d'éliminer la source du problème que représentait Laura. Amanda s'est défendue en disant avoir agi sous les ordres de Grant, qui menaçait de la frapper ou même de la tuer. Mais les images d'Amanda vidant l'acide chlorhydrique contredisent totalement la thèse de la contrainte. Les caméras de surveillance ont été cruciales pour résoudre cette affaire.
Je pense aux images de la station-service, présentant Grant Hayes feignant d'attendre Laura en compagnie de ses enfants. Il fume tranquillement une cigarette en sachant pertinemment qu'il est filmé par les caméras de surveillance. Il espère ainsi renforcer son alibi. Or, on sait aujourd'hui que Laura était déjà morte à cet instant. Quel genre d'individu est capable d'utiliser ses enfants pour se construire un alibi filmé par une caméra de surveillance? On a rassemblé les pièces du puzzle. On a arrêté les coupables. Mais on ne pourra jamais ramener Laura. Quand j'ai vu Laura en photo pour la première fois, j'ai vu un sourire dans ses yeux. C'était flagrant. J'espère qu'on se souviendra de Laura comme d'une mère aimante, mais aussi d'une battante. Elle était prête à se battre pour ses enfants et surtout à leur apporter tout son amour.